Les carnets de Philippe Bertin. Scène de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau volet de notre série consacrée aux scènes de crime en Normandie. Dans un précédent épisode, je vous ai raconté l'histoire incroyable et tragique de la Maison de l'Horreur à La Fresnaye, une petite commune de Seine-Maritime tout près d'Yvetot. Cette maison fut celle de Jean-Yves Morel, ce père d'une petite fille de 18 mois à l'époque des faits, fut l'auteur d'un double assassinat, deux jeunes femmes, sa belle-sœur de 17 ans et une jeune étudiante de 23 ans dont il dissimula les cadavres chez lui, l'une sous une dalle de béton dans son garage, l'autre sous terre dans le jardin au pied d'un sapin. Les faits remontent à 1996. Le double crime fut élucidé en avril 1998. Jean-Yves Morel, à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans confession, père de famille apparemment modèle, fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Sa maison, la fameuse scène de crime dont je vous ai raconté l'histoire dans un épisode précédent, fut baptisée par la presse la Maison de l'Horreur. J'ai retrouvé celui qui fut à cette époque son meilleur ami, son témoin de mariage avec qui il a passé une grande partie de sa jeunesse et ses vacances d'été. Frédéric a 52 ans, il est père de 3 enfants, travaille en région parisienne mais revient très souvent à Rouen où sont ses attaches familiales. De cette histoire, Frédéric n'a rien oublié, on pourrait même dire qu'il ne s'en est jamais vraiment remis. Frédéric fut indirectement lié à ce double assassinat. En menant leur enquête, les gendarmes découvrirent en effet dans la voiture d'une des victimes, la jeune étudiante de 23 ans, un petit mot sur un bout de papier sur lequel il était écrit « Fred, le 24, 10h », comme s'il s'agissait d'un rendez-vous secret donné à un certain Fred, en l'occurrence Frédéric, l'ami de Jean-Yves Morel à cette époque. L'enquête démontrera que c'est l'assassin lui-même qui avait écrit ce mot pour mettre les gendarmes sur une fausse piste et faire croire à la culpabilité de son propre ami. J'ai donc retrouvé Frédéric, nous sommes assis tous les deux sur un banc public à Rouen, place des Carmes, pas très loin de la cathédrale. Je suis avec Frédéric. Vous avez été, Frédéric, au cœur d'une affaire absolument incroyable. C'est l'affaire de Jean-Yves Morel. Vous allez nous expliquer dans quelles conditions vous avez été plongé au cœur de cette histoire qui vous a non seulement marqué, mais qui continue de vous marquer aujourd'hui. C'est vrai, 20 ans après le début de cette histoire qui m'a pris de plein fouet en 97-98, je continue presque chaque jour à penser à cette affaire. Ça a commencé en octobre 97 avec une convocation chez les gendarmes pour être interrogé comme témoin. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que l'affaire se déroulait, que l'enquête se progressait, j'ai appris comment un de mes plus proches amis était devenu un tueur, tout simplement. Donc plongé au cœur d'une affaire criminelle sordide, terrible pour les victimes, deux filles violées, assassinées, enterrées dans son jardin, alors que ce garçon était mon pote, mon ami de lycée, avec qui je suis parti en vacances, avec qui j'ai fait du ski, on est allé en Corse ensemble, dormir sous la tente, enfin bref, un ami proche comme chacun de nous a finalement. Et tout à coup, au cœur de cette histoire, on est confronté au sordide, au côté exceptionnel d'un tueur hors norme qui a pu dissimuler ses crimes non seulement auprès de nous, ses amis, mais au cœur de sa famille, puisqu'il a tué sa belle-sœur, sa propre belle-sœur, qui était pas majeure à l'époque. Et il a complètement caché qui il était en vrai, quelle était sa vraie personnalité. Et ça, c'est quelque chose qui prend de plein fouet. Et on a du mal à se remettre de cette histoire, même 20 ans plus tard, en effet.
Alors, on est ici à Rouen. C'est là que, ici à Rouen, au lycée Jeanne d'Arc, qui est pas très loin, que vous avez pour la première fois, c'était en 1986, 85, 86, que vous avez rencontré Jean-Yves Morel. Donc, vous étiez son copain de lycée. Est-ce que vous pouvez nous dire quel homme il était à cette époque-là ? Alors Jean-Yves, oui, je l'ai connu, on l'appelait Jean, Janus comme on l'appelait. C'était un gars comme tous les ados, jeunes adultes de son âge, 85-86, très sportif, très sympa, très jovial, toujours partant pour l'aventure, pour le faire du sport, extrêmement dynamique, mais aussi un côté très réservé, très poli, très respectueux. Des filles notamment. Nous à cette époque-là on était des jeunes ados avec des grosses poussées de testostérone, et lui était plutôt assez sobre vis-à-vis des jeunes filles. On savait pas trop s'il avait des copines, enfin il était toujours très discret sur ce côté-là. Donc quand cette affaire a éclaté, ça m'a d'autant plus surpris qu'il y avait un décalage à 180 degrés par rapport au type que je connaissais, qui était plutôt sympa. J'aurais confié mes enfants à ce garçon qui était d'une gentillesse absolue, qui tous les ans souhaitait la bonne année à mes parents, qui était vraiment le cœur sur la main, à qui effectivement on pouvait demander des choses, des services, qui étaient tout à fait serviables et sympathiques. Alors il y a une date qui va compter beaucoup dans cette histoire pour vous et pour lui, c'est la date de votre mariage. En juin 1996, vous avez un message de votre copain Jean, comme vous l'appelez, qui est Jean-Yves Morel, et qui dit malheureusement je ne pourrai pas venir à ton mariage, alors qu'il est prévu être, je crois, à côté de vous à la table. Donc là déjà c'est un premier choc, et il explique qu'il ne peut pas venir parce que sa femme est souffrante, c'est ça ? C'est exactement ça. Le 1er juin 96 au matin, en plein préparatif, en pleine excitation évidemment du mariage, je reçois ce message sur mon répondeur qui me dit Nadine est malade, on viendra pas. Donc quand on prépare un mariage, c'est un peu compliqué de réorganiser tout ça. Donc j'étais un peu même très vexé, très fâché qui au dernier moment préviennent de ça. Et puis surtout dans les jours qui ont suivi le mariage, pas de nouvelles, pas de comment ça s'est passé, excuse-moi encore, etc. Et pendant toute cette période, en fait, jusqu'au moment où les gendarmes m'ont appelé, je n'ai aucune nouvelle de Jean. Donc vous êtes fâché, vous êtes fâché, et puis surtout vous attendez que votre ami vienne aux nouvelles, et il ne le fera pas. Est-ce que c'était une façon, selon vous, de vous protéger quand on saura un peu plus tard qu'il va tuer sa première victime en mai 96, c'est-à-dire, ou en avril-mai 96, c'est-à-dire peu de temps avant votre mariage ? 2 mois effectivement avant le mariage. Donc j'aime à penser qu'il nous a protégés de ça, parce que j'aurais connu Jean meurtrier, alors que là je ne l'ai jamais connu meurtrier finalement, parce que la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'est ce fameux 1er juin 96, et la fois suivante, c'est quand je l'ai vu rentrer dans le box des accusés à la cour d'assises de Rouen. Donc pendant toute cette période, effectivement, je suis fâché, j'attends un signe de sa part qui ne viendra pas, et finalement le fil s'est un peu distendu comme ça entre nous, mais ce qui arrivait parfois avec lui, parce que pendant des périodes de 3-6 mois, j'avais pas de ses nouvelles, et il réapparaissait comme ça. Donc finalement, j'étais assez coutumier du fait. Mais là, c'est vrai que le coup du mariage, c'était un peu vexant. Et puis il y a une date importante qui va marquer votre vie, qui est un tournant. C'est en octobre 1997. Vous recevez ce jour-là à votre travail à Rouen. Vous travaillez dans un établissement de photogravure. Un coup de fil, c'est votre papa qui essaye de vous joindre parce que chez lui, les gendarmes sont arrivés et ils vous cherchent. C'est ça. Papa était instituteur dans une école de campagne, école primaire, et c'est pas du tout coutumier de son fait, il m'appelle en me disant les gendarmes sont à l'école, ils te cherchent. Donc coup de massue, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait? Forcément on pense à soi en premier, et les gendarmes qui me parlent au téléphone à ce moment-là me disent non c'est pas vous, vous inquiétez pas, mais il faut absolument qu'on vous voit, qu'on vous entende. Donc c'est octobre 97, on a quelqu'un que vous connaissez qui est en garde à vue chez nous, il faut absolument que vous veniez. Donc effectivement je vais y aller cet après-midi-là un peu fébrile, parce que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, et au fur et à mesure de ces 4 ou 5 heures d'interrogatoire, on peut appeler ça comme ça, je découvre qu'il s'intéresse de près à la personnalité de Jean-Yves Morel. C'est pour ça que je suis convoqué pour essayer de leur dresser un portrait psychologique, pour essayer de faire des recoupements de dates, notamment ce fameux 24 juin 97, donc 3 mois
précédant cette convocation, qui est le jour de la disparition d'Elisabeth Griffin, et qui correspond au lendemain de la naissance de ma première fille. Donc voilà, on joue avec les dates, on essaie de dresser ce portrait psychologique, et très vite, donc, il me parle de Jean-Yves Morel comme étant potentiellement lié à l'affaire de la disparition d'Elisabeth Griffin. Podcast by Tendance Ouest. Alors, non seulement vous tombez des nues, mais vous ne pensez pas un seul moment que votre ami, même si les liens se sont un peu distendus, j'ai bien compris, depuis le mariage, puisque vous n'avez pas eu de nouvelles de lui, mais vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que le meurtrier de ces deux malheureuses victimes est votre ami. Et puis d'ailleurs, les gendarmes ne vous mettent pas forcément sur cette piste-là du meurtrier. D'ailleurs, vous leur dites que ça ne peut pas être lui. Absolument. Je ressors de ce long interrogatoire avec une conviction absolue, et que je leur partage, que ça ne peut pas être lui. Tout simplement, j'ai dit, vous perdez votre temps, ce garçon, c'est mon pote, je le connais depuis 15 ans, on est proches, ça peut pas être lui, je lui confierai mes enfants, etc. Vous faites fausse route, enfin, je vois pas comment ça peut être lui. Donc, et en retrouvant mon ex-femme après cet interrogatoire, je lui dis, je comprends pas pourquoi les gendarmes s'acharnent sur lui, ça peut pas être lui. Connaissant Jean-Yves, quand même, je sais que c'est un garçon qui peut parfois être turbulent, mais de là à assassiner quelqu'un, c'est inimaginable. Pour moi, je repars avec une conviction chevillée au corps que ça ne peut pas être lui. Et les gendarmes, en vous écoutant, ils ont peut-être senti qu'il se passait quelque chose. Parce que finalement, en leur disant ça ne peut pas être lui, ça incite à la curiosité parce qu'il est trop parfait, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc j'ai appris par la suite, parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec eux, qu'une partie des gendarmes enquêteurs étaient persuadés qu'il y avait quelque chose qui était louche chez lui, qui cachait forcément quelque chose, qu'il était trop lisse, trop parfait, trop sûr de lui, il dissimulait des choses, il était impassible pendant cette garde à vue. Quand on connaît un peu cet univers, moi que je ne connaissais pas du tout, je suis confronté pour la première fois de ma vie à un interrogatoire de cette puissance et de cette violence-là, on imagine très mal avoir une réaction de défiance par rapport aux gendarmes, d'espèce d'arrogance comme il a pu avoir en changeant de version, en étant trop sûr de lui finalement. Donc cette partie des gendarmes était plutôt convaincu que c'était lui, et puis une autre qui, comme moi, pensait que ça peut pas être lui, il est trop le gendre idéal, quoi. C'était le parfait camarade. Donc, et effectivement, vous avez raison, la juxtaposition de ces deux points de vue a fait que l'enquête a progressé petit à petit, et qu'ils se sont forgés au sein de cette brigade de recherche une forte conviction sur sa culpabilité. Et puis surtout, le point déterminant, c'était la corrélation avec la disparition de sa belle-sœur et d'Elisabeth Griffin, qui était dans son entourage proche. Alors, on passe quelques mois, on passe l'hiver, et puis en janvier, vous êtes à nouveau convoqué par les gendarmes. Donc on est en janvier 1998. Les deux corps des deux jeunes femmes, la jeune étudiante et la jeune lycéenne, la belle-sœur de Jean-Yves Morel, ne sont pas retrouvés. Donc on ne sait pas encore qui a pu commettre ces crimes. Et vous êtes à nouveau convoqué. Pourquoi ? Alors effectivement, l'enquête poursuit son cours. J'avais eu quelques appels des gendarmes posant des questions sur des points d'agenda, des choses comme ça. Et puis là, convocation un peu plus officielle, effectivement, je me retrouve avec des gendarmettes qui m'exposent des pièces à conviction qu'ils ont récupérées dans la maison, dans le grenier de Jean-Yves, suite à une perquisition. Et là, l'image que j'avais de mon pote s'effrite considérablement, puisque je découvre qu'il dissimulait plus d'une centaine de cassettes porno dans son grenier, ainsi que des photos, des revues et des photos. Alors, là, je suis tombé de ma chaise, qu'il m'avait dérobé dans la maison de mes parents, des photos qui étaient dans mon armoire de ma chambre. Donc je ne sais pas à quel moment il a dû séjourner, et il m'a dérobé ces photos. C'était des photos tout à fait pas du tout porno. Non, des photos de jeunes femmes, de jeunes amis à vous. Et exactement, des photos d'amis ou d'ex-petites amies, tout à fait sobres, mais qu'il avait donc cachées dans son grenier, comme ça. Donc là, tout à coup, le sol s'ouvre un peu sous mes pieds en me disant, mais pourquoi il a fait ça déjà, qu'est-ce qui lui prend, pourquoi ces jeunes filles, donc, qui ont été appelées évidemment par les gendarmes par la suite pour savoir quels étaient leurs liens avec Jean-Yves. Donc là, l'image, encore une fois, se déchire progressivement. Donc au fur et à mesure de l'enquête, des petits points de détail comme ça qui sont assez gênants, parce que Jean-Yves n'était pas du tout quelqu'un d'obsédé par les filles. Jamais on a eu une conversation déplacée sur ses relations avec les femmes, le porno encore moins. Donc là, tout à coup, le doute s'installe. Alors,
Il va y avoir un moment capital, c'est le moment où Jean-Yves Morel est confronté à la réalité, c'est-à-dire où les gendarmes vont chez lui chercher d'abord le corps d'Elizabeth Griffin, qu'ils vont finir par trouver. Elle a été enterrée sous une dalle de béton qui a été coulée dans le garage de Jean-Yves Morel à La Fresnaye. Et puis quelques jours plus tard, on retrouvera le corps de sa jeune belle-sœur, Marilène Rousset. Mais en avril 98, lorsqu'on découvre le premier corps, évidemment, vous êtes à Paris et vous allez l'apprendre de façon un peu particulière. Je travaille à Paris, effectivement, dans une agence de pub. Je viens juste de rentrer dans cette agence, une quinzaine de jours, et je fais des allers-retours en voiture. Et ce soir-là, le 24 avril, si ma mémoire est bonne, je reçois un message de mon ex-femme qui me dit « Surtout, tu rentres ce soir, mais tu n'écoutes pas la radio, rentre vite, tu vas comprendre. » Donc évidemment, quand on dit ce genre de choses à quelqu'un, mon premier réflexe, c'est de mettre la radio. Et au journal, le soir, France Inter, je crois, j'entends « Maison de l'horreur, un cadavre retrouvé dans le garage de Jean-Yves Morel, incarcéré, etc. » Et tout à coup, je ne sais pas comment je suis rentré d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ma vue s'est troublée et qu'en arrivant à la maison, tout de suite on a branché la télé évidemment et on s'est effondré, mon ex-femme et moi, parce que apparaissait au journal de 20h la photo de notre ami. Comme le plus obscène des meurtriers, cette photo de son permis qu'on connaissait tous, avec ses petites lunettes, avec ce visage impassible de jeune homme parfait. Et là, la réalité nous saute en plein visage et le tsunami nous passe dessus. C'est la réalité qui nous rattrape, en effet. La vérité dans toute son horreur, dans toute son obscénité, et le monde s'écroule parce que tout à coup de ce pote ça devient un meurtrier et c'est plus mon pote. Ça y est, c'est fini, on est passé à autre chose. Podcast by Tendance Ouest. Et vous êtes le Frédéric qui avait signé ce petit mot que les gendarmes ont retrouvé dans la voiture de la jeune étudiante. On y revient un instant parce que c'est un signe de quelqu'un qui veut mettre les gendarmes sur une fausse piste, mais qui veut aussi s'assurer que le Fred en question, si on le retrouve, dira du bien de lui. C'est tout à fait ça, les gendarmes sont persuadés de ça. Alors il l'a plus ou moins avoué, mais le Fred, le 24 à 10h, il est question de moi, effectivement, de ce Fred-là. Ce mot, c'est effectivement Jean-Yves qui l'a écrit pour déjouer les pistes, en effet, pour les mettre sur une fausse piste. Et cette fausse piste qui mène à moi, le seul Fred qu'il connaissait dans son entourage, comme une sorte de caution, de moralité, parce que j'étais son pote respectable qui ne pouvait dire que du bien de lui. Et du coup, envoyer les gendarmes sur une fausse piste, ou du moins donner une bonne image de Jean-Yves. Dans toute sa perversité, je dirais, de dissimulation de ses actes, il est allé jusque-là. C'est-à-dire mettre en scène, en tout cas, jusqu'à l'amitié, jusqu'à sa propre famille, évidemment, et pour dissimuler les pistes, pour cacher, pour garder le contrôle, comme les gendarmes se plaisaient à me le dire. Il a enterré les corps dans son jardin pour garder le contrôle, il a mis Fred pour garder le contrôle, il a changé de version pour garder le contrôle. Finalement, il n'y a que lui qui détient la vérité, cette vérité qu'il a dissimulé, dont il a changé les versions un nombre inconsidéré de fois. Et voilà, finalement, on ne saura jamais qui il est vraiment. Et ce Fred-là, donc effectivement, c'est moi, et je vis avec ça depuis 20 ans, effectivement. Quel personnage vous retrouvez quelques mois plus tard, quelques années plus tard, dans le box des accusés? Vous allez suivre le procès du début à la fin. Vous avez des cahiers entiers où vous avez tout écrit, vous avez tout consulté, vous n'avez rien manqué de ces heures, de ces journées du procès d'assises. Quel est le Jean-Yves Morel que vous retrouvez dans le box? C'était votre ami ou c'était un autre personnage? Je fais une réponse de Normand, c'est un peu les deux. Effectivement, je pense que et le juge d'instruction et les gendarmes et moi, on est les mieux au fait de cette histoire, parce qu'effectivement, j'ai compilé toutes les coupures de presse, j'ai noté de façon frénétique tout ce qui s'est passé durant le procès. Donc j'étais vraiment plongé au cœur de cette histoire, et quand je vois arriver Jean-Yves dans le box des accusés au premier jour du procès, ce matin-là,
C'est le même, physiquement, il n'a pas changé, il a toujours les mêmes lunettes, il a le même pull gris anthracite que je lui connais depuis des années, il a la même stature, il n'a pas ni maigri ni grossi, il est juste beaucoup plus pâle, il a l'air effectivement très touché, mais c'est le même. Mais c'est un étranger aussi, c'est quelqu'un qui, dans ce théâtre de la cour d'assises de Rouen qui est extrêmement spectaculaire, il est entouré des gendarmes, il y a la presse, il y a les avocats, il y a toute cette ambiance digne d'un film, donc moi je découvre ça de façon brutale, lui j'imagine aussi. Voilà. Et à un moment donné, je crois que c'est à la fin du premier jour ou du deuxième jour, il y a nos regards qui se sont croisés quand même une fois. Je ne sais pas s'il m'a vu, moi évidemment je ne voyais que lui, mais c'est tout. Et finalement c'est devenu un étranger, quelqu'un que je ne peux pas connaître, que je ne peux plus connaître parce que ce qu'il a fait est au-delà de l'humain et n'est plus le Jean-Yves Morel que j'ai connu. Donc à la fois oui, c'est le même physiquement, mais c'est un autre bonhomme qui a commis l'horreur. Et vous n'avez jamais songé ou voulu aller le voir, lui demander des explications, le rencontrer, le voir face à face, les yeux dans les yeux. Jamais vous n'avez songé à faire cette démarche ? Si, plein de fois. À de nombreuses reprises, j'ai pris mon téléphone avant la découverte des corps notamment pour essayer de l'appeler. Les gendarmes m'en ont dissuadé parce que ça m'aurait impliqué plus que de nature. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais eu au téléphone, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Et avant le procès et après le procès, encore même pendant sa période d'incarcération, j'ai hésité beaucoup de fois. Et en fait, ce qui m'a toujours retenu, c'est cette conviction que quoi qu'il se passe, quoi qu'il me dise, même s'il me regarde droit dans les yeux en me jurant qu'il me dit la vérité, il a tellement manipulé, tellement changé de version que je ne pourrais jamais le croire. Même 20 ans après, si là il sort de prison et si je le croise dans la rue et qu'il me donne sa version, rien ne pourra me persuader qu'il me dise la vérité. Je pense qu'il est tellement capable de dissimuler, de tricher, de travestir la réalité à son propre bénéfice que je peux pas. Nous sommes en 2020, c'était il y a 23 ans. La famille, évidemment, les proches, leur vie, les proches de Jean-Yves Morel, leur vie à toutes ces personnes, à commencer par sa femme, Nadine, la vie a basculé. Pour vous, elle a basculé aussi ? Voilà, il faut raison garder dans toute sa relativité. Moi, je ne suis qu'un témoin très très lointain finalement, même si j'ai été contacté au plus près de l'enquête. Les vraies victimes, ce sont Marilène et Elisabeth, évidemment, leurs familles proches, les parents, dont je n'imagine pas la douleur, même 23 ans plus tard. Et puis Nadine, évidemment, qui s'est sentie trahie, blessée, blasphémée, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer. C'est un cauchemar absolu. Donc je ne peux pas comparer ma peine, ma douleur à la douleur des victimes et de leurs proches, bien évidemment. Mais cela dit, je relativise bien évidemment mon implication dans cette affaire, mais c'est quelque chose qui est un peu obsédant parce que quand on est plongé dans une affaire aussi atypique, aussi violente, ça laisse des traces, oui forcément. On s'interroge sur la nature humaine, sur est-ce que moi je serais capable un jour sur un coup de tête comme ça de faire du mal à quelqu'un. Ça interroge sur ses proches. Voilà, ça lève beaucoup de questions et évidemment toute proportion gardée, parce que je ne suis pas une victime de cette affaire, même s'il y a des dommages collatéraux sur les proches qui sont interrogés, je ne me considère pas du tout comme une victime, mais plus comme un témoin malheureux de cette affaire, et qui, s'il peut y avoir un bénéfice à cette affaire, permet malheureusement d'en connaître un peu plus sur la nature humaine et sur cette capacité que parfois ont les hommes de cliver, d'avoir deux vies, de dissimuler, d'avoir la capacité de cacher des choses horribles, et puis le lendemain, même quelques heures après, avoir une vie tout ce qui est de plus normal et respectable. Donc voilà, ça appelle toutes ces idées-là sur la nature humaine surtout. Podcast by Tendance Ouest.